Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Brazzaville au Congo. Les Congolais qui devront se rendre au Diurne le 20 mars prochain pour élire leur nouveau président. Processus électoral auquel s'associe Africa 24 à travers un programme bien spécial. Et pour aujourd'hui, nous avons un débat sur le thème éducation et formation professionnelle. Pour en débattre, 4 personnes autour de cette table. D'abord, Madame Arlette Soudan Nono. Elle est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. Elle est directrice fondatrice de l'institution Saint-Françoise d'Assise de Makamba-Dilou à Brazzaville. Elle représente sur ce plateau le candidat Denis Sassou Nguesso. Merci. Bonsoir. Également sur ce plateau, le docteur Kitsoro Kinzunza, qui est le directeur général du groupe IHEM-ISTI, Institut des hautes études de management, Institut supérieur des technologies industrielles. Il représente sur ce plateau la candidate Claudine Mounari. Merci, Monsieur Kizunza. Merci. Également sur ce plateau, Monsieur Christian Epouma. Il est acteur de la société civile. Il est président des associations de parents d'élèves et étudiants du Congo, secrétaire général de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants. Merci, Monsieur Epouma. Merci. Bonsoir. Sur ce plateau également, Monsieur Hugues Arsène Ducat. Il est juriste, conseil en droit des affaires, manager des sociétés et des organisations. Il représente sur ce plateau le candidat Joseph Kinyombi Kiambungu. Merci. Bonsoir. Également, nos chers téléspectateurs sont les bienvenus dans cette émission. Ils peuvent nous envoyer leurs réactions et même poser des questions aux représentants du candidat sur ce plateau à travers l'adresse congo2016@africa24tv.com. congo2016@africa24tv.com. Également, ils peuvent nous envoyer des SMS ou par WhatsApp au numéro 00242 855 15 64 00242 qui est affiché au bas de votre écran, 00242 855 15 64, afin d'entrer dans le plein pied dans le sujet. Nous allons regarder un élément d'illustration, un sujet qui doit venir dans quelques instants. Mais avant tout cela, nous allons quand même amorcer le débat sur ce plateau en posant la toute première question à M. Epouma. Comment se porte l'école congolaise, M. Epouma? Bien, merci, monsieur le journaliste. L'école congolaise est convalescente en ce moment. Je ne pourrais pas dire qu'elle se porte mal, encore moins qu'elle se porte bien, mais elle est convalescente, parce qu'en plein traitement. Alors, qu'est-ce qui explique cette convalescence-là? Sinon, on ne comprendra pas. Bien, le diagnostic a été établi, tellement qu'il y a eu des colloques, des forats dans ce pays, des thérapeutiques préconisées. Et en fait, actuellement, nous pouvons dire que l'école congolaise est soumise à un traitement. Un traitement à tous les niveaux, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des partenaires de l'école, dont les associations de parents d'élèves que je représente ici sur ce plateau. Merci, M. Epouma. M. Ducat, quelle appréciation faites-vous de l'école congolaise? Ben, merci. Que voulez-vous que je vous dise? C'est avec amertume et peine que je vous dis qu'effectivement, il y a un problème et que l'école congolaise ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce que je pense qu'il y a nécessité de reformer le système dans la façon dont elle est gérée actuellement et dans le contenu effectivement des programmes, dans la méthodologie. Il y a, je pense, matière à réfléchir et je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Merci, monsieur Ducat. Monsieur Kizunza, est-ce que vous percevez réellement cette convalescence dont parle monsieur Epouma par rapport à l'école congolaise? Bon, disons que cette affirmation n'engage que lui. Moi, je dirais plutôt que, bon, dans tous les pays du monde, tout le monde se plaint de l'école. Parce que simplement... Mais dans certains pays, moins que d'autres, hein? Il y a des attentes. Il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites. Alors, ce que je pourrais dire simplement en ce qui concerne l'école, parce que l'école, en fait, c'est le primaire, le secondaire et puis le supérieur. Bon, en ce qui concerne particulièrement le supérieur, parce que ça fait 36 ans que j'enseigne à l'université Marie-Ngouabi, je pourrais dire que je suis très déçu parce que le niveau ne fait que baisser d'année en année, mais on sait ce qu'il faut faire. Bon, je prends un exemple simple. Dans toutes les universités du monde, il y a des assistants, des maîtres assistants, des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. Il faut qu'on revienne à ça. Parce que
que ce soit au Congo, que ce soit au Burkina, que ce soit au Bénin, j'ai constaté malheureusement que quand quelqu'un est embauché à l'université, enfin dans une université, mais il est électron libre. C'est-à-dire, vous trouverez par exemple un professeur qui n'a pas une équipe de recherche, qui n'a pas une équipe pédagogique. Vous trouverez un maître de conférence qui est aussi électron libre. Bon, or, ce moule-là, c'est ça qui forme. C'est-à-dire qu'on est assistant, on est sous un maître assistant. On est maître assistant, on travaille maître de conférence. Et c'est ça qui forme. Et vous pouvez se trouver des gens qui peuvent passer 10 ans à l'université sans faire une seule publication. Mais c'est parce que simplement il n'y a pas de suivi. Donc on connaît le remède en fait. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux standards internationaux. Bon, en ce qui concerne l'école secondaire, l'école primaire, je crois que monsieur Pouma sera plus qualifié pour donner un peu plus de Alors, précision. Madame Soudan Nono, vous qui êtes votre candidat à gérer ce pays ces dernières années, qu'est-ce qu'il en a fait sur le plan éducatif? Écoutez, moi je voudrais d'entrée de jeu déjà dire que n'oubliez pas que le Congo-Brazzaville était, après les indépendances, premier à avoir atteint un taux d'alphabétisation où tous les grands cadres pratiquement d'Afrique centrale, il faut aussi pouvoir le dire, sortaient un peu du moule de l'école congolaise. Et ensuite, nous avons connu quand même cette guerre dans les années 90, fratricide, qui nous avait fait quand même, il faut le dire, un très grand bond en arrière. Et il faut aussi le souligner que sur ce plateau, nous avons aussi des personnes qui ont eu à gérer l'alternance. Nous avons retrouvé après les indépendances, si vous le permettez, il y a des états des lieux qui ont été faits. Après les indépendances, il n'y avait pas beaucoup d'établissements. Il y avait un seul établissement professionnel. Il y avait pratiquement pas de collège, pratiquement pas de lycée. Tout a été à reconstruire. Il a fallu mener de front la gestion des ressources humaines, mais beaucoup de choses sont faites sur le plan de l'éducation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Vous avez su le dire, je suis directrice, fondatrice d'un établissement global qui prend en compte un primaire, un collège, un lycée. Ayant fait des études supérieures, vous doutez bien que je connais l'arborescence et l'architecture donc de l'université. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? Beaucoup de choses ont été faites aujourd'hui, mais les choses ne sont pas statiques. Les choses évoluent. Et nous avons eu à constater qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu les formations pour élever et maintenir le niveau des enseignants qui a baissé, parce que constamment il faut réharmoniser, il faut refonder, il faut faire évoluer. Vous avez par exemple la vie scolaire qui n'existait pas à l'époque d'après-colonisation, que nous avons maintenue, et maintenant nous voulons la faire évoluer avec ce qu'on appelle un conseiller principal d'éducation. Oui, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont très bien faites. Nous avons à Brazzaville des écoles d'excellence que nous sommes en train de monter un peu partout. Nous avons une prise en compte, une meilleure prise en charge des enseignants. Nous sommes en train de refonder les manuels scolaires. Mais n'oubliez pas, les gens minimisent ça. Une guerre civile vous fait mettre, vous pouvez me croire, près de 10 ans comme ça en stand-by. Merci, Madame Soudan Nono. Mais pour ceux qui observent l'école congolaise au jour le jour, il y a un certain nombre de mots quand même sur lesquels nous allons mettre le doigt, notamment le problème d'effectifs, des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, des grèves récurrentes, absence d'enseignants, un certain nombre de fois, il n'y a pas de centre de recherche. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est la guerre qui a pu expliquer tout cela? Monsieur Pouma. Bien, je reviens et je confirme que l'école congolaise est convalescente. Parce que ne pas le dire, c'est comme si on voulait nier tous les efforts que les différents pouvoirs successifs, depuis la nationalisation de l'enseignement dans les années 65, parce qu'il faut aussi partir d'un repère. Aujourd'hui, on ne peut pas tout expliquer par la guerre. La guerre est venue comme accentuer une situation qui a existé. Voyez-vous, quand je disais que la thérapeutique a été trouvée et continue à être perfectionnée, pour ne pas dire, pour être appliquée au niveau de ce système éducatif. Tenez, quand vous prenez le cas des classes pléthoriques, effectifs pléthoriques, oui. Voilà. Mais c'est une réalité dans ce sens que la demande d'éducation est supérieure à l'offre. Et au niveau de l'offre, c'est pour ça que je dis, pour le cas du Congo, il y a deux défis. Le défi d'accès
et le défi de la qualité de l'éducation. On va s'arrêter sur ce point par rapport aux effectifs. Monsieur Duka, comment est-ce que vous appréciez, comment est-ce que vous expliquez ce problème d'effectifs pléthorique? Je rebondis à ce que je venais de dire tout à l'heure. Je disais qu'il y a un souci. L'école, c'est le passeport de l'avenir. Donc je pense que ça devait être mis au cœur de l'action publique, l'école. Parce que c'est la base. Okay? Vous pensez que ce n'est pas le cas? Je le disais d'entrée de jeu que c'est avec beaucoup d'amertume, effectivement, nous constatons ce qui se passe exactement dans notre système. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui se passe à part ce que j'ai énuméré tout à l'heure? J'ai parlé d'effectifs, j'ai parlé des partenaires. Mais je vous réponds, M. Babila, je vous réponds en disant qu'il y a un phénomène qui prend corps dans notre pays, c'est la corruption. Vous n'avez pas mentionné la corruption. Même dans l'éducation? Mais si, vous n'avez pas aussi mentionné effectivement cette espèce effectivement d'identité qui s'est inscrite dans notre système. Mais ce n'est pas la corruption qui explique l'effectif pléthorique. J'en viens. Mais le système pléthorique est simple, mais c'est parce que nous manquons des structures d'accueil adéquates. C'est simple. Si aujourd'hui, il y avait effectivement le nombre de salles des classes effectif, on ne rencontrerait pas, je vous le dis, on ne rencontrerait pas le pléthore aujourd'hui dans les salles de classe. Je vous rappelle, s'il vous plaît, M. Babé, je vous rappelle que dans ce pays, il y a eu une année spéciale de l'éducation. À peu près 300 milliards de francs CFA, à peu près. Si je ne m'abuse, 300 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? On n'a rien fait du tout. Mais je dis ceci, s'il vous plaît. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on en a fait. Non, je dis ceci. Quand on dit que rien n'a été fait par rapport aux objectifs fixés, parce que vous me rappelez, et vous êtes en train de nous rappeler qu'il y a pléthore dans les salles de classe. Et ça suppose qu'effectivement, s'il y a pléthore dans les salles de classe, ça veut dire que les objectifs n'ont pas été atteints. C'était décongestionner ces salles de classe. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que dans ces écoles, il y a pléthore. Et en plus, vous allez dans ces salles, malgré qu'il y a pléthore, les enfants congolais étudient à même le sol. C'est un problème. Dans certaines écoles. Je dis c'est un problème. C'est un problème. Je veux vous citer, nous sommes tous Congolais ici. Je veux demander aux gens, je pense qu'ils connaissent, il est M. Epouma, il est président des associations de parents d'élèves, il connaît effectivement Mayoko, il connaît effectivement sur le chemin de fer le village qu'on a, je cite comme ça, pêle-mêle, Malemba. Je voulais parler effectivement d'Igné. Allez-y, vous allez voir si dans ces écoles, vous allez constater exactement que c'est avec amertume. Quand il pleut, c'est un désastre. Merci, M. Duka. Alors, M. Kizouza, est-ce que vous arrivez à trouver une raison à cela, à ce problème effectif? Je suis perdu. Ah. Je suis perdu parce que c'est comme si c'était une fatalité. C'est un problème de planification. Vous savez qu'il y a tant de personnes qui ont obtenu leur CEP. Donc vous devez savoir qu'en 6e, il faudrait prévoir tel nombre de classes, et puis c'est tout. Vous voulez dire que les pouvoirs successifs qui se sont succédés n'ont pas tenu compte de cette réalité-là? Non. Je pense qu'ici, on a dû discuter aussi entre experts. Ah. Donc, si nous sommes entre experts, nous savons que s'il y a ce problème-là, ça peut être que soit il n'y a pas eu une politique de l'éducation, soit on n'a pas planifié. Donc maintenant, à l'avenir, il faudra qu'on planifie et puis qu'on ait une politique. On peut par exemple dire que nous allons mettre en place un programme sur 10 ans pour régler ce problème-là. Donc ça veut dire que tous les ministres qui viendront, ils vont exécuter des tranches de cette programmation sur 10 ans. Et là, on va régler le problème. C'est pour ça que je dis que je ne comprends même pas pourquoi on a interféré un débat sur ça. Ou d'accuser X, accuser Y. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de fond, c'est un problème de planification. Et puis de financement. Mais s'il faut planifier, s'il faut financer, il faudrait que ce soit ceux qui sont dans l'exécutif qui le fassent. Madame Soudanolo, est-ce que vous concevez qu'on n'a pas planifié vraiment cela et qu'on se retrouve aujourd'hui surpris par cette situation? Ou bien c'est la guerre encore? Écoutez, pas encore. On ne néglige pas ce facteur-là, mais je pense qu'il y a de l'exagération. Je ne le dirai pas comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai quelques chiffres avec moi, si vous permettez. Oui. Vous savez,
parce que moi je représente le candidat président Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir la première fois. Il y avait 21 lycées dans ce pays. 5 ans plus tard, en 97, il y en a eu 24. Il a créé en fin de compte 3 lycées quand il y a eu l'alternance à un moment donné. En 5 ans, il y a eu création de 3 lycées qui s'est fait au Congo. Plus tard, en 97, il en a eu 24. Et ainsi de suite. Depuis 98, nous, le président Sassou, le candidat président, on a créé 3 par an. Aujourd'hui, nous avons 55 lycées. Nous avons pratiquement 223 collèges qu'il a trouvés en 92. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 376 collèges, dont 71 privés conventionnés. Donc les choses se font à raison de pratiquement 3 établissements. Mais avec tout ce que vous avez cité non, laissez-moi terminer. Comment se fait-il qu'on se retrouve encore avec des effectifs de ce genre? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de l'exagération. N'oubliez pas que moi, je suis dans l'éducation. Moi, je fais la tournée. Il m'arrive de collaborer dans le système public. Je vous invite à aller voir, hein. Même que ce soit en Europe, parce que j'ai mes enfants qui sont scolarisés sur l'Europe, nous n'avons pas tant que ça des problèmes d'effectifs. Est-ce que les salles de classe sont sureffectifs? Je ne pense pas. Laissez-moi terminer. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais tout simplement... C'est oui ou non, madame? Je ne peux pas le dire comme ça parce que l'étendue du Congo, c'est 342 km². Je mets quiconque au défi ici d'avoir fait l'ensemble des établissements où nous en avons pratiquement plus de 3000 sur l'ensemble du territoire congolais. Vous permettez, vous avez parlé, je vous ai laissé parler, monsieur. Attendez, monsieur. Ce n'est pas vous qui gérez les débats. Vous aurez donc... Laissez-moi terminer. Je vous en prie, continuez. Je vous en prie, s'il vous plaît. Respectons-nous sur le plateau, s'il vous plaît. Donc je disais ceci, nous ne pouvons pas venir faire de la démagogie ici, parce qu'il faut que nous sachions une chose, nous sommes tous conscients que le socle même du développement, c'est le système éducatif. Il n'y a pas de développement sans Soudan, éducation. Il y a une seule question que je vous pose. Est-ce que les effectifs sont pléthoriques aujourd'hui? C'est oui ou c'est non? Je ne peux pas être affirmative. Je vous l'ai dit, le Congo, c'est 342 000 km². Je constate que Mme Soudan n'a pas voulu répondre à ma question. Non, oui. Avec près de 3000 établissements. On va passer à autre chose alors. Monsieur Abilas, soit au primaire, soit au secondaire, soit à l'université. Personne aujourd'hui ne peut venir sur ce plateau nous dire, à l'exception de quelques exemples pris ici et là, affirmer que sur l'ensemble du parc, je veux dire, du système éducatif congolais... De toute façon, on n'a pas dit que toutes les classes sont sureffectifs. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Oui, monsieur poser une question peut-être à tout le monde ici. Tout à l'heure, on nous a dit que pour l'année de l'éducation, on avait prévu 300 milliards. Bon, on aimerait savoir pourquoi. Chaque fois qu'on dit année 2, il n'y a pas un bilan. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il y a eu 300 milliards enfin, qu'on avait inscrit au budget, mais combien de milliards ont été décaissés et quelle est la contrepartie de ces milliards décaissés, qu'on sache. Bon. Je pense que cette question s'adresse à moi, Bien entendu. Qui nous sommes dans l'exécutif. Non, attendez. Vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur Ducat, avant que vous ne preniez la parole, je voudrais quand même que nous regardions tous ensemble un élément d'illustration, un sujet de la rédaction d'Africa 24. Ici, suivons tout de suite le sujet de Samba Deva. Le Congo est l'un des pays les plus scolarisés du continent africain. Le système éducatif congolais se caractérise néanmoins par une grande vitalité illustrée par l'engouement des parents d'envoyer leurs enfants à l'école malgré les difficultés d'ordre économique rencontrées par une grande partie de la population. Au Congo, 3 ministères ont la charge de l'éducation et la formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation et de l'instruction civique, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Le pays compte environ 54 lycées, dont celui d'excellence de Mbunda. L'université Mariangwabi est pour l'instant l'unique université du pays. Celle-ci est en train d'être dotée d'amphithéâtres modernes pour pallier au manque de salles. Toutefois, la nécessité de répondre aux besoins des populations a amené l'État à engager la construction de l'université Denis Sassou Nguesso dans la périphérie de la capitale, à Kintélé. Lorsque nous revenions aux affaires, nous n'avions retrouvé que, par exemple, les 24 lycées qu'on avait laissés en 92, que le président Sassou avait laissés en 1992. Il en avait laissé 21. Sous l'Issouba, on en a construit, ou on en a créé 3. Construit, c'est un bien gros mot, on en a créé 3. Et nous arrivons aux affaires en 1997, on n'en avait que 24. Aujourd'hui, nous avons près de 54 lycées.
dans un lycée d'excellence et un autre d'excellence qui va bientôt s'ouvrir aussi d'ici 2 ans. Un lycée scientifique, le seul qui existe à travers le continent. Voilà. Et bien entendu, des lycées interdépartementaux équipés d'internats et de toutes les commodités qui n'existaient plus. Par exemple, il n'y avait plus aucun lycée avec internat. Nous avons restauré l'internat pour promouvoir le vivre ensemble, pour renforcer l'offre d'éducation en milieu jeune. Donc c'est un secteur qui se porte très bien. Je ne parlerai pas des collèges. Nous sommes arrivés, on en a trouvé en 97 moins de 200. Nous avons réussi à emporter jusqu'à près de 400 et quelques collèges dans un pays où il y a sensiblement 89 districts et une dizaine d'arrondissements. Donc vous pouvez imaginer le ratio. Quant aux réformes, quant à la qualité de l'éducation, elle s'améliore. Elle s'améliore. On est en train d'arrêter petit à petit avec la massification des diplômés pour rechercher des diplômés de très bonne qualité avec de vraies compétences. Si la qualité du système éducatif congolais se dégrade de plus en plus, cela est dû pour une part à la mauvaise prise en charge des enseignants qui réclament depuis quelques années un statut particulier. La corruption s'est invitée à la liste des maux déjà existants. Une enquête entreprise l'année dernière a démontré que certains enseignants percevaient des pots de vin de la part des élèves en contrepartie des meilleures notes. Sur les 66 587 postulants au baccalauréat, toutes séries confondues en 2015, seuls 6 368 ont pu être admis avec la mention passable, 342 pour la mention assez bien et 4 pour la mention bien. Ce taux de réussite de 10,8% est largement en baisse par rapport à celui de l'année 2014 où il s'élevait à 30,44%. On note par ailleurs un manque des effectifs d'enseignants à l'intérieur du pays. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu le plus grand scandale de l'éducation nationale de ce pays. Un bac qui a été supprimé alors que les élèves étaient en pleine compétition, en plein concours, pour des raisons de fraude. Et personne n'a bougé. Ils ont repris ce bac quelques temps après, avec une cacophonie invraisemblable. Et le résultat est là, 10% de réussite. 60 000 candidats qui présentent le bac, on a 10% de réussite. C'est un scandale. Malgré les efforts que peuvent fournir les États, le rythme de création d'entreprises n'est pas en adéquation avec le nombre plutôt. Le taux de création d'entreprises n'est pas en adéquation avec le taux de formation de notre jeunesse. Et c'est pour cette raison qu'il y a effectivement ce fossé avec beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. De nombreux parents préfèrent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger où un meilleur enseignement est dispensé. La formation professionnelle n'est pas encore développée au Congo, ce qui pose déjà le problème de l'adéquation formation-emploi qui a pour conséquence d'augmenter le taux de chômage en déversant chaque année sur le marché du travail de nombreux diplômés n'ayant aucune formation qualifiante. Le gouvernement s'est engagé dans une politique de développement du secteur de la formation, mais celle-ci nécessitera l'apport de l'enseignant qui transmet le savoir et dont la prise en charge par le gouvernement demeure déplorable. Un sujet de Deva Panzou. Revenons sur ce plateau et nombre d'observateurs estiment que la réussite de l'éducation part d'une volonté politique. Monsieur Duka, est-ce que vous sentez cette volonté politique ici au Congo? Moi, je veux rebondir à ce que je reviens sur ce que je suis en train de dire. Non, s'il vous plaît, monsieur, on ne tourne pas autour du pot. Oui. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est essentiel. Je vais peut-être pas répondre, mais je vais simplement éclaircir le docteur qui nous a dit tout à l'heure par rapport à ce que je venais d'évoquer. Bon, je parlais de 300 milliards. Tout le monde est au courant, parce que quand effectivement on fait le ministre de l'Éducation qui part effectivement le gouvernement, quand ils en parlent, tout le monde le suit. Que vous soyez aujourd'hui au fin fond de l'Australie, avec effectivement tout ce qui est nouvelle technologie, vous pouvez suivre quelque chose. Donc en ce moment-là, je suis mal placé effectivement pour vous dire s'il y a eu audit ou pas. Alors aujourd'hui, je veux continuer en disant... Parlons de la démagogie. On n'est pas sur la démagogie, Madame Nonol, s'il vous plaît. On ne parle pas. Je vous en prie. On ne parle pas de démagogie, on parle de la réalité. Nous sommes ici dans la zone de l'aéroport. Il n'y a qu'à faire 5 minutes en voiture, vous arrivez là à côté. L'avenue Mayamaya, il y a une école primaire qui est là, poto-poto. Allez-y regarder ces salles de classe. Vous avez 150 enfants, école primaire dans une salle de classe. Ça, c'est pas une invention. Ça, ce n'est pas une invention. On se dit, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec tout ce que nous avons? C'est possible. C'est possible avec tout ce que nous avons.
Donc je parlais tout à l'heure de volonté politique, et ça, la question est adressée à M. Ippouma. Volonté politique, il faut reconnaître aujourd'hui que le Congo consacre 7% de son budget à l'éducation. Est-ce assez, selon vous? Quand on sait qu'un pays comme le Sénégal consacre 35% de son budget à l'éducation. M. Ippouma. Il faut dire qu'en termes de pourcentage du budget national à l'éducation, la déclaration des ministres de l'Union africaine d'Alger en 2005 avait demandé à tous les pays membres de l'UA de consacrer 20% du budget. Aujourd'hui, le Congo tourne autour, je crois, de 13%. Mais quand je dis la volonté politique, pourquoi? Parce que la volonté politique se matérialise par un certain nombre de mesures tendant soit à augmenter la demande sociale de l'éducation, soit à régler en aval la question de l'offre éducative. Volonté politique, je dirais oui, parce que nous, au niveau de l'association de parents d'élèves, depuis 2004, nous avions demandé qu'on puisse poser le problème de la suppression des frais scolaires au niveau de l'enseignement public. Ce qui a été fait 4 ans après, c'est-à-dire en 2008, une mesure présidentielle déclinée en texte administratif, donc en arrêté, l'arrêté 278, qui finalement va consacrer la suppression des frais scolaires. Là, nous sommes en 2008. Et jusqu'à ce jour, bien sûr qu'avec une conséquence, une massification plus importante encore au niveau des salles de classe. Mais tout ce que nous demandons en tant que partenaires des pouvoirs publics, c'est que la demande est là, il faut créer les conditions pour que, en termes de capacité d'accueil, qu'il y ait comme une augmentation. C'est ce que nous assistons également. En fait, en tant que partenaires des pouvoirs publics, nous ne pouvons pas, ce serait être de mauvaise foi que de ne pas reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Mais nous demandons à ce que ces efforts puissent se poursuivre. Alors ici, nous sommes à la veille des présidentielles. Ce que nous pouvons dire à tous ces candidats aux présidentielles, c'est de faire que, une fois élus, que nous dépassions le cap de 13% du budget national, qu'on aille vers les 20%. Merci, M. Ippouma. Monsieur Kizunza, quand, avec ce qu'a dit le partenaire social, M. Ippouma, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre candidat pourrait faire mieux avec le budget dont dispose le pays? Est-ce qu'un candidat pourrait faire mieux? Parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a d'autres secteurs aussi prioritaires qui attendent aussi des investissements, monsieur. Bon, mais c'est ici qu'intervient la démarche de la planification. C'est-à-dire que c'est à vous de dire, après un diagnostic du tout, vous dites l'agriculture, j'affecte quel pourcentage? L'éducation, j'affecte quel pourcentage? Même dans l'éducation aussi, après il faut dire le supérieur, quel pourcentage? Technique, professionnel, quel pourcentage? Primaire, enfin quel pourcentage? En fait, bon, moi, ce qui me fait mal, parce que en fait, quand je suivais l'élément, je suis en train de me dire, mais quand j'écoute M. Bouboutou, quand j'écoute le ministre Collinet et Makosso, qui est très heureux de ce qui se passe, je suis très mal à l'aise parce que, en fait, on ne doit pas tricher avec l'avenir de la nation. Qui triche parmi les deux, selon vous? Bon, je n'accuse personne. Mais vous l'avez déjà fait. Non, je dis simplement que les deux... Il suffit d'être précis seulement. Les deux devaient se placer dans la perspective du patriotisme, du nationalisme. En quoi faisant, par exemple? En disant Très bien. Je reviens à la planification. Si nous disons qu'il y a pléthore, n'est-ce pas? On se donne 5 ans ou 10 ans pour régler ce problème. Si nous disons... Vous voyez, donc par exemple, êtes en train de prôner des états généraux de l'éducation. Sinon, à quelle occasion on va faire cette planification? Non, le diagnostic est connu. Maintenant, il faut se fixer des objectifs et puis dire voici le financement qu'on prévoit à chaque tranche annuelle. Mais c'est ce qui a été fait déjà quand on y a consacré en déclarant que l'année 2013-2014, année de l'éducation, et quand on y alloue un budget conséquent. C'est pour ça que j'ai dit... Non. On a dit verbalement il y a 300 milliards. Oui. Mais combien on a effectivement décaissé? Si on a effectivement décaissé 200 milliards,
Maintenant, où est la contrepartie de ces 200 milliards? Monsieur Kizouza, vous savez ce qu'on va faire? On va donner la parole à Mme Soudan Nolo. Alors dites-nous les 300 milliards. Qu'est-ce qu'on en a fait concrètement? J'aimerais Qu'est-ce qui a d'abord changé? revenir. Vous voyez bien, dans votre reportage, Oui. il n'y a pas été question de pléthore d'effectifs. Vous comprenez ma réserve. Pourquoi? C'est pas Parce que exhaustif, nous parlons... hein. Non, non, vous avez le représentant des parents d'élèves Oui. qui a émis la même réserve que moi. Pourquoi? C'est notre partenaire privilégié. Nous évoluons. Les choses, nous parlons en termes d'évolution. Les choses sont prises en compte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la volonté politique, oui, nous l'avons, puisque le chef de l'État, le président candidat, qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? C'est vous qui le rappelez. Nous avons eu des années de l'éducation, parce que nous sommes conscients, je le répète, que tout développement passe par la gestion du système éducatif. Mais il ne suffit pas de décréter une année avec de l'éducation. Dites-nous qu'est-ce qu'on a fait des 300 milliards. Je vais vous dire ce qu'on en a fait. Oui. Nous avons continué à construire l'inexistant. Nous avons eu à agrandir le parterre des établissements. L'université Marien Ngouabi, même dans votre propre reportage, là, on l'a dit, nous avons actuellement maintenant 2 grands amphithéâtres d'une capacité de près de 15 000 étudiants. Nous avons la plus grande université qui ouvre ses portes en septembre, l'université de Nice Sassou Nguesso à Kintélé, qui a une capacité d'accueil estudiantine de 20 000 élèves et 15 000 en campus, avec des spécialisations. Vous avez des lycées et des collèges d'excellence avec des internats. Mais quand vous et écoutez, on écoute été... M. Ducat par rapport à l'état des lieux qu'il a fait tout à l'heure, avec des salles de classe de 150 élèves, on se demande est-ce qu'on est dans le même pays? Je vous répète que ça n'engage que monsieur qui l'a dit. Moi, je remets ma réserve parce que je suis acteur, je suis actrice sur le terrain. Vous avez vu votre reportage, nous faisons les choses de façon évolutive. Donc nous ne pouvons pas, c'est pour ça que j'insiste, faire de la pédagogie, de la démagogie. Vous avez parlé plusieurs fois, mais seulement que vous n'avez pas rappelé la catastrophe qu'on a observée par rapport au baccalauréat. Par rapport au baccalauréat. Oui. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire si nous n'étions pas responsables? Mais l'État responsable fait quoi quand il y a fraude? Parce que au centre... On met les gens en prison. Oui, mais il y a eu enquête, il y a eu des gens en prison. Lesquels sont allés en prison? Je ne sais pas parler en même temps. Pardon. Laissez Madame Soudan Nolo finir. Non, Monsieur Kizouza, s'il vous plaît. Monsieur Kizouza, laissez Madame Soudan finir. Nous aurons du mal à nous respecter sur ce plateau si nous faisons comme ça. Madame Soudan Nolo, j'ai la parole, je continuez, n'ai pas vous en l'habitude prie. de vous interrompre. Continuez, je vous en Permettez prie. que Continuez, je vous en je fasse de même. Faites de même avec moi, s'il vous plaît. Alors par rapport à ce Voilà. bac frauduleux, vous en Par avez rapport à fait ce quoi? bac frauduleux, Oui. mais il faut plutôt féliciter et saluer l'initiative du gouvernement congolais qui a préféré annuler ce bac. Pourquoi? Parce qu'au centre même, c'est lorsque nous parlons d'achat de confiance, de personnel corrompu, mais c'est des ressources Est-ce que les humaines. responsabilités ont été situées? Est-ce que les mises en cause ont été punies? C'est ça la question. Enquête, il y a une enquête, décidément, on aura du mal. Hein. Il y a une Finissez, enquête, Madame il y a une Soudan enquête qui Nolo. est ouverte, qui se poursuit, mais pendant la procédure, je tiens à vous le dire, on avait arrêté les organisateurs. On les avait arrêtés, ceux qui sont en charge de l'organisation, pour le dire tout Merci, simplement Madame pour les Soudan profanes. Nolo. Et on a dû les démettre de leurs fonctions, nommer une autre équipe qui a conduit En attendant de les promouvoir encore, c'est ça? Non, ils sont Merci beaucoup, sous Madame enquête. Soudan Nolo. On a même dû relever le ministre de cette fonction-là. Je suis Oui, mais ça ne désolée. suffit pas, il faut aller plus loin. Mais Il l'enquête faudrait est qu'il ouverte, réponde. Mais Monsieur ça fait Babilas. trop longtemps quand même. Ça fait trop longtemps, on fera 10 ans à mener une enquête par rapport à Ah non, des là, cas de vous me fraude faites comme un ça. autre procès. Vous m'avez posé la question de Oui. savoir si des mesures sont prises dans ce Oui, sens. mais Je vous dis depuis que dans un cette premier histoire est temps, arrivée- ils ont été arrêtés. Et il Merci faut souligner, je suis désolée, il faut aussi savoir le reconnaître, que l'État a pris ses responsabilités Merci en beaucoup. annulant Merci, ce bac merci pour ne pas beaucoup. que nous ayons des élèves qui se retrouvent bacheliers. Je Merci préfère beaucoup, avoir Madame 6 000 Soudan élèves Nolo. bacheliers sur Nous 60 allons- 000 nous allons- que d'avoir 60 000 bacheliers qui n'ont pas du tout le niveau. Ça, Peut-être c'est on reviendra là-dessus, hein. l'irresponsabilité. Merci Je suis beaucoup. désolée, Nous c'est de allons marquer une pause l'irresponsabilité. dans cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.